raciste. Le problème, c'est que justement, il y a un mode de gouvernement du président Kais Saied qui n'arrive pas à gérer la crise économique en Tunisie qui est suffocante, qui a des déclarations qu'on qualifierait d'altermondialistes. Il est contre la mondialisation néolibérale. Donc pour quelqu'un comme moi, ça sonne bon à mes oreilles, mais sauf que la pratique est totalement différente. On a un gouvernement qui est en train de négocier un plan d'austérité avec le Fonds monétaire international, un président qui promet un souverainisme qui peut même s'entendre comme un souverainisme de gauche, qui proclame plein de choses. En contrepartie, le gouvernement est en train de s'enliser dans la spirale néolibérale, de négocier un plan d'austérité très important et très impopulaire. Et donc, il faut trouver des boucs émissaires, et d'où le recours à la théorie du complot. Mardi 21 février dernier, alors qu'il présidait une réunion du Conseil de sécurité nationale, le chef de l'État tunisien, Kais Saied, a appelé à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violences et de crimes. Évoquant l'arrivée de hordes de migrants clandestins, il a soutenu que cette immigration relevait d'une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique de la Tunisie afin d'estomper son caractère arabo-musulman. Plusieurs ONG ont dénoncé un discours raciste et haineux, et l'Union africaine a condamné les propos du président tunisien sur les migrants originaires d'Afrique subsaharienne et a appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Malgré la manifestation de soutien de près d'1 millier de Tunisiens issus de la société civile samedi 25 février à Tunis contre le racisme, des témoignages attestent d'agressions de migrants, des mises à sac de maisons et des arrestations arbitraires. Plusieurs ONG tunisiennes confirment ces attaques. Les migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne exigent des excuses de la part du chef d'État tunisien qu'ils n'auront pas. Le ministre des Affaires étrangères tunisien a affirmé lors d'un entretien accordé à l'agence de presse française que son pays prônait l'apaisement tout en excluant de présenter des excuses. Pourquoi le président Kais Saied s'en prend-il aux migrants subsahariens? Qu'est-ce qui explique cette dérive identitaire et raciste? On en parle avec Aten Nadfi, essayiste franco-tunisien et membre de l'Observatoire tunisien du populisme. Il est notamment l'auteur de Tunisie vers un populisme autoritaire, publié en 2022. Bonjour Atem Nafti. Bonjour Nadia. Alors, les propos du président tunisien ont choqué le monde, et pour cause, ils sont traditionnellement tenus par l'extrême droite en France, qui souscrit à la théorie conspirationniste du grand remplacement du penseur français Renaud Camus, ici reprise par Kais Saied. Il s'agirait alors du remplacement d'une population arabe par une population noire. Qu'est-ce qui explique le discours anti-migrant du chef de l'État tunisien? Quel est le contexte en Tunisie? Alors, le contexte en Tunisie, c'est que Kais Saied a été élu en 2019 sur un projet de rupture, mais en même temps dans un cadre constitutionnel qui ne lui permettait pas cette rupture. Le régime politique de l'époque était l'équivalent de la cohabitation de la Ve République en cohabitation. C'est-à-dire que l'essentiel du pouvoir échoit au Parlement et donc au Premier ministre, qui en est l'expression, et le président de la République est compétent en matière diplomatique et en matière de défense nationale. Kais Saied a été élu contre une personne notoirement corrompue, donc il a été largement plébiscité. Mais il y a eu une crise politique qui a été aggravée par la crise du Covid, et le président en a profité pour faire un coup d'État, appelons les choses par leur nom. Il a décrété l'état d'exception en actionnant l'article 80 de la Constitution de la Deuxième République tunisienne, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution de la Ve République française. Il a largement outrepassé ses prérogatives en gelant puis en dissolvant le Parlement, en limogeant le Premier ministre. Il n'avait pas du tout le droit de faire ça. Et il a petit à petit mis en place un régime hyper présidentiel, dictatorial dans le sens romain, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui détient tous les pouvoirs. Le mot dictature ne doit pas effrayer, parce que
ces clauses-là, y compris l'article 16 de la Constitution française, est appelée par les constitutionnalistes une clause dictatoriale, en se référant à la République romaine, c'est-à-dire qu'on donne à un magistrat, pendant un temps donné, les pleins pouvoirs pour qu'il accomplisse une mission. Donc c'est quelque chose qui existe dans diverses constitutions, y compris la Constitution française. Le problème, c'est qu'il en a profité, que ces mesures sont censées faire face à un péril imminent et à retourner à la normale. Sauf que lui, il en a profité pour mettre en place petit à petit son projet, qui est un projet complètement différent, qui donne des pouvoirs démesurés au président de la République, qui crée un parlement fantoche qui peut quasiment pas contrôler l'action du gouvernement, qui donne une immunité totale au président de la République, même en cas de violation manifeste de la Constitution, et qui limite tous les contre-pouvoirs et qui les met entre les mains de l'exécutif, et plus précisément du président de la République. Et c'est en cela qu'on peut parler d'un régime hyper présidentiel, voire une autocratie. Enfin, les termes, ça peut être... Moi, dans mon livre, j'ai fait le parallèle avec ce qui s'est passé, parce que la France a connu un épisode assez similaire à ce qui s'est passé en Tunisie. C'est le passage entre la Deuxième République française et le Second Empire, où on était dans cette configuration-là, entre un Parlement qui était très important, qui était très impopulaire, pour diverses raisons. Les gens mouraient dans la rue, n'arrivaient plus à accéder aux soins en plein Covid, et on voyait des députés s'écharper, s'échanger des invectives, et même de la violence physique, des femmes insultées. Donc il y a eu tout ça, et on voyait le décalage entre les deux. Ce qui fait que quand il a fait son coup de force, il a été plébiscité. Le problème, c'est que depuis, lui, son projet, c'est vraiment de se prendre pour l'incarnation de la volonté populaire, et donc d'éliminer toutes les strates intermédiaires entre le peuple et son guide. Et c'est ça le problème, il est en train de démanteler petit à petit tous les corps intermédiaires. Là, il s'en prend à ses opposants. Il y a des opposants qu'il a mis en prison et qui sont poursuivis pour une vingtaine de chefs d'accusation qui leur valent plusieurs fois la peine de mort, qui existe toujours en Tunisie, dont il est partisan. Et on est en train petit à petit de s'en prendre sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l'expression du pouvoir, à tout ce qui est critique, en le criminalisant. Et en fait, cette hyperconcentration des pouvoirs entre les mains du président va favoriser des déclarations comme ça racistes. Le problème, c'est que justement, il y a un mode de gouvernement du président Kais Saied, qui n'arrive pas à gérer la crise économique en Tunisie, qui est suffocante, qui a des déclarations qu'on qualifierait d'altermondialistes. Il est contre la mondialisation néolibérale. Donc pour quelqu'un comme moi, ça sonne bon à mes oreilles, mais sauf que la pratique est totalement différente. On a un gouvernement qui est en train de négocier un plan d'austérité avec le Fonds monétaire international, un président qui promet un souverainisme qui peut même s'entendre comme un souverainisme de gauche, qui proclame plein de choses. En contrepartie, le gouvernement est en train de s'enliser dans la spirale néolibérale, de négocier un plan d'austérité très important et très impopulaire. Et donc, il faut trouver des boucs émissaires, et d'où le recours à la théorie du complot. Alors, la théorie du complot, c'est mes adversaires sont en train de vous cacher de la nourriture, c'en est à ce niveau, de spéculer s'il y a une... adversaires, ses opposants politiques. Ses opposants politiques. Alors, lui, il nomme jamais... Il dit que c'est... alors, lui, ce qui est génial, c'est que il l'accuse sans jamais nommer, mais on comprend qu'il vise ses adversaires. Et tout ce qui se passe dans le pays, pour lui, relève du complot. C'est-à-dire, on a eu un problème de déchetterie dans la ville de Sfax, qui est la seconde ville du pays, qui est arrivée à saturation. Donc, il y a eu un problème où les ordures n'arrivaient plus à être collectées. Dans un premier temps, il a expliqué que c'était un complot, alors que le ministre de l'Environnement a expliqué qu'il y avait des raisons logiques pour ça. Il y a même en France, nous connaissons une inflation galopante, une crise économique, la reprise post-Covid. Il y a des éléments
qui explique cette crise, le président de la République préfère la théorie du complot, là encore en expliquant qu'il y a des personnes qui font de la spéculation alimentaire, qui font monter les prix. Alors encore une fois, tout ceci existe, mais c'est marginal par rapport à des causes structurelles. La Tunisie est en crise depuis une dizaine d'années, est en crise économique. C'est même la crise économique qui a déclenché la révolution. Et donc cette explication, ce recours systématique au complot pour tout expliquer, va petit à petit, en fait, ça permet de cacher l'incapacité et l'impuissance des autorités. Et donc, on explique, si ça ne marche pas, c'est pas parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Non, c'est parce que nos adversaires, Et à partir de là, le bouc émissaire aussi facile, c'est les migrants qui feraient partie d'un complot ourdi pour effacer le caractère arabe et le caractère musulman des Tunisiens pour le caractère africain. Pour le dire autrement, les Tunisiens blancs, entre guillemets, blancs et musulmans, vont se faire remplacer par des chrétiens noirs. C'est à peu près ça. Et c'est ourdi, encore une fois, c'est le complot qui va toucher la Tunisie en ce qu'elle a de plus intime, à savoir en son identité. Là où c'est peut-être un petit peu différent, là, c'est qu'il désigne son ennemi, alors que d'habitude, vous le disiez, il parle d'opposants, on ne sait pas très bien de qui il parle. Là, ils sont identifiables, et donc ils peuvent être la cible d'attaque, ce qui a été le cas d'ailleurs. Alors, ils ont effectivement été la cible, et malheureusement, les attaques contre les migrants et contre les subsahariens, et même contre les Tunisiens noirs, ne datent pas d'hier. Il y a une campagne méthodique qui a été développée et popularisé en un temps record, en 4-5 mois, par un parti fasciste tunisien qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien, qui a élaboré cette théorie du complot pour dire, encore une fois, les subsahariens ne sont qu'un élément de ce complot. Parce que l'idée derrière, c'est les Européens qui voudraient... on a les Européens, d'une part, qui voudraient installer les Africains subsahariens en Afrique du Nord, et on a des suprémacistes noirs qui estiment que l'Afrique doit être noire. Alors effectivement, il y a 2-3 clowns qui disent ça, on a des suprémacistes dans chaque peuple, il y a toujours un suprémaciste, mais c'est des personnes ultra minoritaires, et ce qui est la puissance d'une théorie du complot, c'est qu'elle repose toujours sur un fond de sauce qui est vrai. C'est-à-dire que ce qu'a fait ce parti, il a fait un gros travail de documentation. Il est allé chercher une déclaration d'un ministre belge des Affaires étrangères qui a dit, pour régler la question migratoire, peut-être qu'il faudrait installer les migrants, créer des hotspots en Afrique du Nord. Donc ça, c'est vrai, et les Européens essayent de faire ça depuis très longtemps, ce qui est scandaleux et condamnable, c'est-à-dire sous-traiter la question migratoire par les pays du sud de la Méditerranée, tout comme la France sous-traite la question migratoire au Royaume-Uni. C'est à peu près la même chose avec les accords de Calais. Donc on va chercher cette déclaration, on va chercher 2 ou 3 fous suprémacistes noirs qui ont déclaré que toute l'Afrique devait être noire et que, en gros, des personnes comme vous et moi ne sommes pas... En réalité, nous serions des Européens balancés en Afrique du Nord. Et donc, ces déclarations existent. D'ailleurs, les vidéos que j'ai vues ont été tournées même pas en Tunisie, elles ont été tournées à Paris. Après, on va aussi faire un parallèle. Les Tunisiens sont très attachés à la cause palestinienne. On va faire un parallèle avec l'entreprise de création du foyer juif en Palestine, en disant ça a commencé comme ça. Vous voyez, les Européens voulaient se débarrasser des Juifs. Ils les ont envoyés vers la Palestine. La question palestinienne parle beaucoup aux Tunisiens. Et donc, derrière, on leur dit, vous voyez, les Palestiniens n'ont pas fait gaffe. Ils ont perdu, et donc derrière, si vous faites pas gaffe, il vous arrivera la même chose. Et en 4 mois, mais vraiment 4 mois, c'est devenu quelque chose de viral sur Internet. Moi, en discutant avec des gens en Tunisie, mais vraiment de diverses couches sociales, on me dit ça, mais attendez, on les voit partout, etc., etc. C'est devenu très, très populaire, et donc le président a repris à son compte cette théorie du complot, vu que pour lui, le complot est un moyen de gouvernement comme un autre. Et pourtant, ils ne sont que 21 000 migrants d'Afrique subsaharienne sur 12 millions de ressortissants tunisiens, ce qui représente à peu près 0,2% de la population, moins d'1%. Alors du coup, à qui cherche à plaire, en fait, le président tunisien quand il dit ça ?
Alors, ils sont 21 000, il y a 21 000 personnes en situation légale. Les chiffres les plus pessimistes ou optimistes au choix parlent de 50 000. J'ai lu chez des personnes assez sérieuses que ça pourrait aller jusqu'à 100 000. Encore une fois, la Tunisie, après 2011, elle a accueilli 1 million de réfugiés libyens. Sauf que, encore une fois, un Libyen en Tunisie, surtout ils ont été accueillis dans le sud du pays, même les dialectes sont très proches. C'est-à-dire que vous... beaucoup accueilli de Syriens d'ailleurs. Et on a aussi accueilli des Syriens. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre ici aussi en Europe. Quand quelqu'un d'extrême droite comme Éric Zemmour, qui a, soit dit en passant, salué les propos de Kais Saied sur Twitter, quand il dit mais vous voyez, la France n'est plus la France, et quand il parle des immigrés, là encore, il parle de personnes comme vous et moi, comme des personnes non blanches, et qu'on pourrait distinguer au faciès, si vous voulez. Il ne va pas du tout parler du petit-fils du Polonais ou du fils du Portugais, parce que, encore une fois, on ne peut pas réellement, de visu, distinguer une personne d'ascendance européenne. Donc, il se passe exactement la même chose en Tunisie, c'est-à-dire que la présence subsaharienne, elle est plus visible. Évidemment, les gens ne vont pas chercher des chiffres, c'est exactement comme les personnes qui estiment en France qu'un Français sur 3 serait musulman. Là aussi, c'est parce que ils croisent des personnes d'apparence musulmane et ils pensent que c'est le cas un petit peu partout, et donc on surreprésente cette présence-là. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui marche, qui joue sur pas mal de peurs. La Tunisie connaît une crise économique, ce qu'on a vu aussi vu en France, c'est-à-dire que les travailleurs, le prolétariat blanc, c'est là où on trouve le plus d'électeurs du Rassemblement national. C'est-à-dire on va jouer sur la question et de l'insécurité économique et de ce qu'on appelle, c'est un terme que je valide pas, qu'on appelle l'insécurité culturelle. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, vous voyez le nombre d'églises qu'il y a. Le président a parlé d'une cour de justice noire, ce qui a été fact-checké et donc totalement démenti. Et donc, on joue sur les peurs. Je pense que le président y croit. Il croit à pas mal de théories du complot. L'année dernière, il a cru à un détournement Internet d'une image d'un article de TV5 Monde qui parlait d'une manifestation de soutien qui a réuni 5000 personnes sur l'avenue Bourguiba. Il y a quelqu'un qui a fait le détournement et il a dit il y a eu 1,8 million de personnes sur l'avenue Bourguiba. C'est le Trump de l'Afrique du Nord, quoi. Et il y a cru. Il y a cru, recevant sa première ministre, il a dit, vous voyez, hier, il y a eu 1,8 million de personnes qui m'ont acclamé. Donc, il croit pas mal à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où on va jouer sur ces peurs-là, comme je vous ai dit, sur la question palestinienne, en créant un parallèle entre les deux, attention, il y a une minorité qui peut devenir une majorité. On va parler à l'intime. On va mettre l'accent, par exemple, sur les chrétiens. On va dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, donc c'est l'islam qui sera en danger. Les islamistes ont joué de ça. Ça a bien marché il y a 10 ans. Pourtant, la Tunisie se revendique surtout comme un État laïque, donc c'est assez étonnant aujourd'hui de brandir le drapeau de l'islam pour fédérer. Alors, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Bourguiba a tenté une sécularisation. C'est-à-dire que Bourguiba a inscrit dans l'article 1er de la Constitution de 59, et ça a été repris en 2014, que la Tunisie est un État, une république, dont la religion est l'islam et l'arabe la langue. Donc on n'a jamais vraiment... Il y a très très peu même des personnes très à gauche. C'est très rare de trouver quelqu'un qui se revendique de la laïcité à la française. De toute façon, la laïcité à la française n'existe qu'en France et je pense dans le canton de Genève. Mais la Tunisie avait cette tradition séculariste. Il se trouve que Kais Saied n'est pas du tout de cette tradition. Il a introduit, par exemple, dans la constitution qu'il a fait adopter cette année, il a introduit la notion de charia. Alors, il ne l'a pas présenté comme ça, il l'a présenté comme les finalités de l'islam, mais il s'est déjà expliqué sur la chose. Ça a été vendu aux Occidentaux comme on va expurger, on va changer l'article 1, on va enlever le fait que l'islam soit la religion de la République tunisienne. Et donc j'ai vu pas mal d'articles, malheureusement
pas très renseigné, disant ah c'est bien, c'est un pas vers la sécularisation. C'est progressiste, ce président tunisien. Exactement, mais il fallait juste lire ce qu'il disait sur la peine de mort, sur les homosexuels, sur sa conception de l'islam. Lui, le seul truc qu'il ait dit, et ça on retrouve un petit peu l'enseignant de droit constitutionnel qu'il a été, c'est que l'État, c'est une entité morale, et donc l'État fait pas les 5 prières, et l'État va pas à la Mecque. Mais ça ne veut pas dire... et il a même expliqué, encore une fois, par le complot, que le fait de créer une religion de l'État, c'est un complot aussi de l'Occident. Il a dit que le premier à avoir introduit ça, c'est un premier ministre ottoman qui était musulman mais d'origine juive. Donc voilà, on lance le petit signal. Et qui était ami avec le premier ministre britannique de l'époque qui s'appelle... Benjamin Disraeli, voilà, pour bien souligner. Et donc, tout ce qu'il disait, nous, on est évidemment musulmans, on n'a pas besoin de le mettre dans une constitution, mais en revanche, l'État doit veiller à l'application de la charia. Donc, j'ai connu plus progressiste que ce monsieur. On va revenir donc à ces propos clairement anti-migrants. Donc, pour vous, il ne constitue absolument pas un dérapage, mais ce serait plutôt une déclaration qui s'inscrit clairement dans une politique qui tend de plus en plus à droite. À l'extrême même de la droite. C'est une politique identitaire, d'une part. C'est pour ça qu'il a insisté pour dire que le projet était de remplacer ou d'enlever la caractéristique arabe et musulmane. Donc derrière, nous remplacer par des Noirs chrétiens. Donc ça, c'est le côté identitaire. C'est aussi le côté, comme je vous ai dit, bouc émissaire facile. On est en crise économique et donc des illégaux... comme dirait l'autre, ça vole notre travail. Et aussi, ça permet de fédérer. Parce que pour le coup, vous avez bien fait de montrer, et ça fait chaud au cœur, de montrer les manifestations de la société civile, de voir des gens qui défilent pour dire ce n'est pas ça. Malheureusement, ces gens-là sont minoritaires. C'est-à-dire que les propos du président... il a récusé, il a dit « Attendez, je ne demande pas aux gens de devenir des policiers, de vérifier les titres de séjour des gens. Il faut... d'ailleurs, des personnes ont été arrêtées parce qu'elles s'en sont prises à des subsahariens, et c'est très bien, et c'est heureux. Il y a eu pas mal de dérapages, mais il n'a pas récusé la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire ça, il a gardé, parce qu'encore une fois, il réfléchit, il opère à chaque fois en complot. Tout s'explique chez lui par le complot, et donc c'est une théorie qui lui permet d'avoir... Enfin, il est plus que majoritaire. C'est-à-dire que... C'est populaire encore, Kais Saïed, dans son pays. Oui, voilà, il y a deux choses à distinguer aussi. C'est vrai que les gens ne le suivent pas sur son projet. Ouais. C'est-à-dire ce projet de démocratie directe, qui en réalité, c'est un projet de despotisme clair et net, où le président a les pleins pouvoirs. Dans le meilleur des cas, la Constitution, elle a été votée par 28% du corps électoral. Pour un changement de pacte social, je pense que c'est léger. Il a fait des élections législatives, il a dit, vous voyez, le Parlement avant, c'était n'importe quoi, ils n'étaient pas proches de vous, il y avait de l'argent. Il a changé la loi électorale pour quasiment interdire, alors il n'a pas interdit aux partis de se présenter, mais il a tout fait pour que les partis ne se présentent pas. C'est-à-dire que les partis ne peuvent plus financer leurs députés, et les députés ne peuvent pas, enfin les candidats ne peuvent pas mettre leur étiquette partisane sur un bulletin de vote. Ce qui, en gros, interdit de fait, ou en tout cas affaiblit les partis. Donc il s'est dit, voilà, vous n'avez pas aimé, je vous donne autre chose, des députés plus proches de vous, des députés qui n'ont pas d'argent, etc. Et donc ça va a priori vous plaire. Il a fait une élection sur 2 tours, il y a eu à chaque fois 11%. Une partie de l'opposition en a déduit que les gens ne le suivent pas. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Les gens ne le suivent pas sur son projet, mais il continue à être populaire. Et avec ce genre de déclaration, ça va doper sa popularité. Il est en train de mettre ses opposants en prison et, si vous voulez, en faisant un mélange, en mettant des personnes notoirement corrompues avec des militants des droits de l'homme, avec des journalistes, etc. Donc, il fait un beau patchwork pour que les gens n'y voient que du feu. Ils se disent, voilà, il a arrêté un tel est corrompu. Oui, sauf qu'en réalité, il a aussi... et on parle de sûreté de l'État, etc. Et donc, les gens ont peur quand on leur dit, attendez, ces gens-là,
sont en train de comploter contre la sûreté de l'État, mais il y a toujours ce réflexe de salut, ce réflexe d'union sacrée. Donc, avec ce qui se passe, alors que des personnes comme moi disons attention, il est en train de criminaliser l'opposition, les avocats disent que les droits de la défense sont bafoués, le président a dit, avant même que les juges d'instruction ne se décident, il a dit celui qui osera les innocenter et leurs complices. Quel est le juge d'instruction qui pourra aller à l'encontre de ça, sachant qu'entre autres choses, il s'est arrogé le droit de limoger n'importe quel magistrat sur une simple déclaration de police. Il n'y a plus de pouvoir indépendant, là, en Tunisie, clairement. Non, clairement. Il a mis au pas la justice, la commission électorale. Et là, aujourd'hui, il y a un magistrat qui a prononcé, un juge d'instruction qui a remis en liberté un condamné. Il y a eu une inspection du ministère de la Justice. Il vient d'être écarté. En une semaine. Donc, clairement, je ne vois aucun juge qui soit capable, sauf à être une tête brûlée, qui soit capable, par exemple, de libérer ces gens-là. Quand nous expliquons que c'est grave, eh ben, on se fait traiter de collabos, de complices, etc., etc. Donc, il est très populaire. Il a aussi une opposition très divisée, qui n'arrive pas à se parler. Il y a à peu près 3 grandes familles de l'opposition. Il y a les islamistes et leurs alliés, qui sont rejetés aussi bien par des personnes laïques, elles ne veulent pas travailler avec des islamistes, mais aussi par des Tunisiens conservateurs qui n'auraient pas de problème avec les islamistes, mais qui ont vu la corruption de certains élus islamistes, qui ont vu pendant 10 ans comment ils ont mal géré le pays, et qui se disent, plus jamais eux, on préfère, et ça on nous le dit, on préfère ce monsieur que les islamistes. D'un autre côté, il y a les partisans de l'ancien régime qui, eux, ne veulent pas du tout entendre parler ni d'islamistes, ni du président actuel, ni de révolution. Donc eux, ils sont sur une restauration, ils veulent retourner au régime de Bourguiba et de Ben Ali, en se disant démocrates, mais bon, on peine à y croire. Et puis, il y a les démocrates. Et les démocrates, c'est un spectre très large de tout petits partis qui n'ont pas véritablement de présence sur le terrain. Donc, ça va de l'extrême gauche au centre droit. Mais c'est des partis qui, aujourd'hui, ne s'inscrivent dans aucune des 3 autres options. Et du coup, il est là, d'une part, par défaut, parce qu'il n'y a pas d'offre crédible en face. Et d'autre part, il n'arrive pas à agréger sur un projet, il agrège sur un rejet. C'est moi ou les corrompus, c'est moi ou le grand remplacement, c'est moi ou... etc. Les gens se disent, il est là, tant qu'à faire, il peut rester. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Hatem Nafti, que la France et l'Italie, enfin l'Union européenne, et notamment la France et l'Italie, sous-traitent le traitement de l'immigration en Tunisie. Elles refoulent donc des embarcations en direction de l'Europe. En quoi ce discours anti-migrant pourrait servir les intérêts des Français? Alors, là encore, les Français, et on l'a vu sous Bourguiba, et on l'a vu surtout sous Ben Ali, au moment de l'épisode révolutionnaire de 2011, 3 jours avant la chute de Ben Ali, Michel Alliot-Marie proposait d'exporter le savoir-faire français en termes de maintien de l'ordre. Donc les Français, les gouvernements français, notamment celui de Nicolas Sarkozy, n'avaient aucun problème à chanter les louanges. En gros, à l'époque, on disait on préfère Ben Laden à Ben Ali. Ben Ali à Ben Laden, pardon. Donc c'était très bien. À partir du moment où ils tenaient les terroristes, ils tenaient les islamistes, on laissait faire. Après, il y a eu l'accord de 2008 avec la France de la gestion concertée de l'immigration qui fait que la France récupère facilement d'ailleurs des profils comme moi. Moi, je suis ingénieur en informatique. J'ai eu aucun mal à m'installer en France. Je suis franco-tunisien, mais je suis naturalisé. Donc, je suis arrivé en France, je n'étais que tunisien. Je n'ai eu aucun problème à avoir mes papiers. J'ai jamais eu de problème en préfecture, ni rien du tout, parce que j'étais ingénieur et que ça convient très bien au marché du travail français. Ce que Sarkozy appelait l'immigration choisie. Donc, la France... Si on voit les points que le gouvernement actuel regarde en premier, c'est la question économique, et il le rappelle dans ses discussions, notamment dans les déclarations du Quai d'Orsay, c'est la Tunisie doit faire ce qu'il appelle les réformes, donc les réformes néolibérales imposées par le FMI,
c'est plus facile, ces réformes passent plus facilement avec une personne, alors c'est peut-être pas Kais Saïed, mais avec un régime où il y a une personne qui décide, et on a un parlement croupion qui derrière va voter comme un seul homme ou une seule femme. Donc ça les arrange. De deux, et c'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal, dès l'année dernière, quand il y a eu la crise ce qu'on a appelé la crise des visas avec les pays du Maghreb. Déjà, la Tunisie, on lui a réduit les visas de 30%, alors que l'Algérie et le Maroc, c'était 50%. On estimait que la Tunisie déjà coopérait mieux. Et après, le jour où les visas ont été rétablis à la normale, il y a eu une déclaration conjointe des deux ministres de l'Intérieur français et tunisien, où la France s'est félicitée de la coopération de la Tunisie en matière migratoire. Donc au moins, c'est clair et net. L'Italie, inutile que je vous fasse un dessin, il y a un gouvernement d'extrême droite qui a encore déclaré qu'il était prêt à soutenir la Tunisie, y compris économiquement, à partir du moment où elle tient les migrants, où elle refoule. Il y a des aéroports de province qui, vu la baisse du niveau des touristes, qui aujourd'hui opèrent essentiellement pour accueillir des charters venant de France et d'Italie. Donc à partir de là, la question des droits de l'homme, mais bon, ça ne va pas vous étonner, la question des droits de l'homme, on la brandit quand ça nous arrange. Aujourd'hui, la position française, et là je vais citer Emmanuel Macron, je soutiens mon ami Kais Saïed et je souhaiterais que ce processus, donc en cours depuis le 25 juillet 2021, aille jusqu'à son terme, et avec un petit laïus hypocrite à la fin pour dire alors il faut que ce soit inclusif, très bien, et dans le respect des droits de l'homme, etc. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. C'est ce qu'on dit avec Mohammed Ben Salman, c'est ce qu'on dit avec Sisi. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Franchement, il faut que cette question soit tranchée entre Tunisiens. Il faut que les Tunisiens aient conscience que ce genre de régime n'est pas bon pour eux. Il n'est pas bon de faire appel à l'étranger, je le dis parce qu'une partie de l'opposition joue la carte de ça. Le lendemain, par exemple, du coup d'État, le chef des islamistes, qui était par ailleurs le chef du Parlement, a donné une interview au Corriere della Sera en Italie pour dire attention, si ce régime s'installe, ça va être le terrorisme et les migrants. Donc, histoire d'effrayer les Italiens pour leur dire soutenez-moi. Je trouve que, c'est antipatriotique de dire ça. C'est faire appel à des puissances étrangères, a fortiori d'anciennes puissances coloniales. Qui se sont toujours accommodés de tous les régimes en Afrique en général. Donc, c'est pas bien. Deux, encore une fois, il faut, parce qu'on a vu une démocratisation, on a vu la mise de normes très progressistes et très démocratiques. Ça a été mis en place, il y a eu des législations très libérales, politiquement parlant, pendant ces 10 ans, un code de la presse qui est même plus avancé que le code de la presse français, vraiment des législations très libérales politiquement, mais à partir du moment où une partie des élites et aussi une partie du peuple rejette la démocratie libérale telle que ça lui a été présenté, je ne pense pas que son imposition à partir de l'étranger, qui va créer du ressentiment, il n'y a aucun pays qui va chercher les intérêts du pays qu'il sert avant les siens. Donc il faut faire œuvre d'explication, de pédagogie, pour qu'on comprenne que ce régime est une impasse, mais il ne faut surtout pas, mais j'insiste, surtout pas compter sur qui que ce soit, de toutes les façons. Ça ne se fera jamais. Deux, il n'y a personne, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour revenir encore aux propos du président tunisien, le chef de la diplomatie, Nabil Amar, a défendu samedi sur France 24 les déclarations anti-migrants de Kais Saïed. Alors lui, il n'y voit aucune coloration raciste, mais plutôt une erreur d'interprétation. On l'écoute. Erroné et infondé, ce sont des accusations que nous rejetons complètement. Le fait de dire qu'il peut y avoir un plan qui aura forcément des conséquences sur la composition démographique du pays, ça ne veut absolument pas dire, doit pas être considéré comme un discours haineux, c'est un élément d'information parmi d'autres, mais le problème il est beaucoup plus large que cela. La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays où elle existe, et ce n'est pas aux pays européens que je vais le dire, elle pose des problèmes même aux pays africains.
Donc, le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ce n'est pas un discours haineux du tout. Et quand on demande au président tunisien s'il a cédé au complotisme, voilà ce qu'il répond. Absolument pas. Cet élément-là d'information figure parmi beaucoup d'autres éléments, encore une fois, qui sont à prendre en considération. Et une présence massive qui augmente et qui fait l'objet d'opérations criminelles douteuses et qui est encouragée par plusieurs parties diverses avec des objectifs mercantiles et autres diverses, ça ne peut qu'avoir des conséquences considérables sur la stabilité du pays. Et il est du ressort et de la responsabilité du président de la République, comme de tout chef d'État, de tout pays au monde, de dire ce qu'il y a et de prendre les mesures nécessaires. On voit bien que le chef de la diplomatie botte en touche. Est-ce que ce discours anti-migrant ne cherche pas justement à détourner l'attention de la question principale de la crise économique et sociale que traverse la Tunisie ? Et même la pauvreté, vous parlez de paupérisation de la Tunisie. Je le crois, oui. La politique du bouc émissaire, c'est quelque chose qui a malheureusement toujours marché. Ça permet de détourner l'attention. Encore une fois, le gouvernement est en train de négocier un plan d'austérité qui va faire très mal. En affaiblissant d'une part les corps intermédiaires, dont les syndicats, dont les partis politiques, notamment ceux de gauche, ça permet de faire passer la pilule, et d'autre part, en trouvant des boucs émissaires. Donc, si ça va créer du chômage, vous voyez, il y a des sans-papiers qui vous prennent, ou des étrangers d'ailleurs, qu'ils soient sans-papiers ou pas, qui vous prennent votre travail. Et ça permet la question identitaire est toujours, et c'est ce que nous disons en France, est toujours au secours du grand capital et des libéraux en général, pour détourner l'attention. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que la Tunisie a un modèle de bas salaire compensé par justement des mécanismes de compensation. Là, ce qu'on lui demande, c'est de maintenir les bas salaires et d'enlever la compensation. Donc ça va paupériser des pans entiers de la population. Et donc en désignant d'autres boucs émissaires, que ce soit l'ennemi de l'intérieur, à savoir les opposants, ou l'ennemi de l'extérieur, ces migrants que des Européens nous envoient, ça permet de détourner le regard. Et malheureusement, c'est très efficace. Même si les migrants doivent subir les violences que provoque ce genre de discours. C'est ce que d'ailleurs la journaliste a rappelé au chef de la diplomatie tunisienne, s'il voulait bien admettre que ce type de déclaration anti-migrants allait forcément provoquer des réactions assez violentes. On écoute la réponse du ministre des Affaires étrangères. Mais c'est un des aspects de la crise économique et sociale, et il ne faut pas l'aggraver. Où sont les partenaires de la Tunisie qui sont en train de dire qu'il faut appuyer la Tunisie, il faut l'assister? Où sont-ils? Mais vous savez très bien que ce phénomène-là est lié à beaucoup d'aspects. Certains sont en Tunisie, mais beaucoup d'autres dépassent la Tunisie. Ils sont en dehors de la Tunisie. Vous le savez tous. Tout le monde le sait. Est-ce que et même les dérapages, quand il y a eu des dérapages, ce ne sont pas les autorités qui sont responsables de ça. Les autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour protéger tout le monde. Mais les dérapages, ils existent toujours. Quand il y a 2 mois de cela, une Tuniso-européenne meurt dans un commissariat dans une grande capitale européenne et que jusqu'à présent nous n'avons pas d'explication, très probablement sous les coups de la violence policière, nous n'en avons pas fait un plat. Nous n'avons pas dit que c'était une attitude haineuse. Nous attendons les rapports et la confirmation, etc. Il ne faut plus mettre la Tunisie sur un banc et commencer à harceler. C'est une attitude qui est irresponsable. Nous voulons une Afrique indépendante parce que nous sommes dans la ligne des pères fondateurs et qui donne ses positions sur la base d'informations réelles et dans l'intérêt de ses propres habitants et pas d'autres considérations. Merci. Nous, la Tunisie... La journaliste se fait clairement disputer par le ministre des Affaires étrangères. J'ai juste envie de vous faire réagir en fait à ces 3 magnétos qu'on vient d'entendre et réagir à la défense qui est celle finalement, il vient porter la parole du chef d'État tunisien, du chef d'État tunisien. Si vous voulez, c'est un petit peu... il est dans son rôle, un ministre des Affaires étrangères ou un ambassadeur. Il est là pour défendre la politique de son pays. Il vient d'être nommé il y a 2 ou 3 semaines. Il défend le régime auquel il appartient. Tant qu'il n'a pas démissionné, on attend de lui
comme pour n'importe quel avocat qui défend son client ou le représentant d'un pays doit défendre son pays, ça s'entend. Après, ce qu'il dit, c'est, encore une fois, les déclarations sont un petit peu... comment dire, ces déclarations, on ne peut pas distinguer quand on croise dans la rue une personne noire si elle a des papiers ou elle n'a pas de papiers. C'est ça la dangerosité de ces déclarations. Donc ça joue sur le rejet et ça alimente le rejet. Donc ça d'une part. Mais d'autre part, le problème, c'est que oui, il faut réguler, parce que les sans-papiers sont encore plus vulnérables que d'autres personnes et donc se font exploiter. Ceci est aussi vrai. C'est-à-dire, mais par contre, il y a des choses à faire. Il y a notamment le Code des étrangers ou la loi régissant les titres de séjour qui, on a eu plein de témoignages de personnes vraiment de bonne foi qui subissent la bureaucratie assez lourde de l'administration tunisienne et qui se retrouvent en réalité sans papier alors qu'ils ne l'étaient pas au début. C'est ça qu'il faudrait regarder. Et puis, de l'autre côté, si la Tunisie accepte de refouler des embarcations, il y a beaucoup de subsahariens qui sont en Tunisie juste parce que les autorités les empêchent d'aller en Europe. Que les Tunisiens, pas que d'ailleurs, mais en tout cas les pays du sud de la Méditerranée, reçoivent des subsides, de très faibles sommes d'ailleurs, pour refouler, pour empêcher, pour être les gardes-frontières de l'Europe. Il n'y a pas que Frontex, il y a aussi les autorités locales. Donc à partir du moment où, si vous trouvez que c'est une présence importante, la première des choses, c'est de se poser une question de savoir pourquoi est-ce que vous participez à empêcher ces gens d'aller en Europe. Après tout, les Européens, ils n'ont qu'à... ils ont Frontex, ils ont des gardes-côtes nationaux qui permettent... ce n'est pas au pays du sud de la Méditerranée de faire les gendarmes pour les pays du Nord. Il y a des personnes qui sont en Tunisie parce que c'est des personnes qui fuient la misère dans leur pays et qui ne sont en Afrique du Nord que pour aller en Europe. Si vous les en empêchez, ils restent. Ils vont pas revenir dans leur pays où ils sont maltraités ou où ils n'arrivent pas à survivre. C'est tout à fait normal qu'ils s'installent quelque part. Donc, il vaut mieux revoir les accords qui sont totalement léonins entre le nord et le sud, la liberté de circulation qui fait que un citoyen européen, y compris nous, avec un passeport français, on peut aller à peu près où on veut, et il y a très peu de pays qui vont nous demander des visas, et des pays du Sud où on demande tout un tas de paperasse pour venir, ne serait-ce que pour venir visiter l'Europe. Donc peut-être qu'en demandant pourquoi ils ne demanderaient pas, par exemple, aux pays du Nord, de revoir la liberté de circulation, qui est un droit fondamental. Je pense que c'est un petit peu plus courageux que de s'en prendre à des pauvres victimes qui sont là par un concours de circonstances et qui ne sont certainement pas là par une machination ourdie contre la pureté tunisienne, un terme que je ne reprends pas évidemment. Merci beaucoup, Hatem Nafti. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet essai « Tunisie vers un populisme autoritaire ». Et c'est une préface de Pierre Aski, on vous le recommande, vous l'avez publié en 2022. Et il y a également une tribune, c'est ça ? Une tribune dans Le Monde aujourd'hui, oui. Voilà.